19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 8 août 2019. C'est une guerre médiatique qui est lancée entre le ministre de la Justice et le syndicat autonome des magistrats du Niger, Samana, qui dénonçait la tenue du dernier conseil supérieur de la magistration en violation des textes, des dénonciations rejetées en bloc par le ministre Morou Amadou. À son tour aussi, le Saman n'est pas d'accord avec les propos tenus par le ministre Morou Amadou. Un extrait du secrétaire général du Saman avant de le retrouver en intégralité en partie magazine. Nous apprenons qu'à travers un communiqué de presse, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a remis en cause, entre-temps, toutes les argumentations, tous les arguments que nous avons avancés de mensongers. Donc c'est pour cela, et au nom de notre crédibilité de magistrat, au nom de la crédibilité de notre structure syndicale, le Saman, et au nom de notre honneur, de l'honneur de notre structure, et nous avons le devoir de démontrer une fois de plus en quoi tout ce que nous avons eu à relever comme irrégularité est fondé. Et nous allons commencer d'entrée de jeu et par appeler le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à prononcer cette formule qui traduit un verset du Coran et qui dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Cette formule, elle intervient lorsqu'un malheur, ou elle est prononcée lorsqu'un malheur arrive à une personne. Nous pensons aujourd'hui qu'un malheur est arrivé à notre frère, ministre de la Justice, puisque c'est un musulman, et quoi ce malheur? C'est celui de nier l'évidence. Lorsqu'un musulman nie l'évidence, c'est qu'il est vraiment à plaindre. Et il est, en plus d'être musulman, il est ministre de la Justice, c'est-à-dire ministre de la vérité. Quoi qu'il en soit, il a le devoir d'être véridique, de dire la vérité. Lorsque la vérité est avancée, il doit s'en convaincre si ça reste tel. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette déclaration du Samana. Ouverture ce matin de la première édition du Youth Agri Business Forum Yafo Niger 2019 organisé par le réseau AgriPro Focus. Le thème retenu pour cette édition est opportunités entrepreneuriales pour les jeunes au Niger. Nafissa Touzakou et Aboubakar Souley. C'est en marge de la Journée mondiale de la jeunesse que le réseau AgriPro Focus organise cette première édition du Youth Agri Business Forum Yafo Niger 2019 sous le thème opportunités entrepreneuriales pour les jeunes au Niger. En effet, ce forum vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes par une inclusion économique et sociale durable. Le réseau AgriPro Focus fait cette promotion à travers 3 axes, à savoir la mise en relation, l'apprentissage et le leadership. Ces 3 axes sont mis en œuvre avec notre expertise de réseautage pour fournir les bons contacts, les bonnes relations, les bonnes informations et les espaces de co-création. Outre ces axes, le réseau AgriPro Focus facilite l'accompagnement des jeunes dans leurs activités à travers plusieurs créneaux. Les espaces d'apprentissage à l'exemple du présent forum, les business hours et les business cocktails pour mettre les jeunes en relation avec des acteurs qui sont souvent inaccessibles pour eux, des rencontres business to business et des rencontres business to collaboration lors des événements tels que la semaine de l'entrepreneuriat agricole et la foire sur le financement de l'agriculture au Niger, plus connue sous le nom de Finagri et qui compte parmi les événements phares du Niger.
Procédant à l'ouverture des travaux de ce forum, le secrétaire général du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes a salué les efforts du réseau AgriProFocus tout en soulignant l'importance du YAFO Niger. Le YAFO s'inscrit dans une dynamique de promotion et d'éveil entrepreneurial au Niger à travers la création de cadres dynamiques d'échange et de partage d'expériences autour des opportunités d'affaires offertes. À travers ce forum, AgriProFocus Niger permet aussi aux jeunes de disposer d'une plateforme de partage de bonnes pratiques pour le développement d'un écosystème entrepreneurial compétitif et durable. Ces jeunes entrepreneurs et leurs partenaires fournissent des efforts remarquables en termes de création d'entreprises dans le domaine agro-silvopastoral, créant ainsi l'auto-emploi, de nouveaux emplois et de la richesse. Dans cette dynamique, je salue une fois encore le réseau AgriProFocus qui a organisé plusieurs conférences, formations et rencontres sur cette thématique et plus spécifiquement l'enjeu de l'emballage et la certification des produits comme levier de la compétitivité de nos produits sur le marché sous-régional et régional. Durant les 2 jours que va durer ce forum, les jeunes seront informés sur les possibilités et opportunités entrepreneuriales au Niger à travers des animations de panels de discussion et de partage d'expériences par des entrepreneurs déjà inscrits dans une dynamique entrepreneuriale. Dans quelques jours interviendra la fête de Tabaski ou fête de mouton. À cette occasion, nos reporters Ali Sissi Ibrahim et Sadou Doumi nous font le point sur la disponibilité du charbon minéral ou le bois nécessaire pour la grillade. Le reportage. Dans 72 heures, la communauté musulmane du Niger célébrera la fête de l'Aïd el-Kébir. À cette occasion, de nombreuses bêtes seront sacrifiées pour satisfaire aux rites religieux liés à la Tabaski. Ainsi, après le sacrifice qui seront faits ce jour-là, si certaines personnes optent pour le partage de la viande crue, d'autres par contre privilégient la grillade. Aussi pour apporter sa contribution à la lutte contre la désertification et en même temps faciliter la tâche aux citoyens, la Société nationale de carbonisation du charbon met à la disposition des citoyens un charbon adapté, comme le précise le directeur général de la SNCC, Zamnaou Tahirou. Le charbon minéral que vous voyez ici est un produit de la Société nationale nigérienne de charbon, la Sonichar. En fait, il est extrait dans les mines de Sonichar et transcarbonisé pour être mis à la disposition des ménages. La carbonisation consiste à brûler le charbon brut. C'est le charbon brut qui vient de Sonichar, à le brûler dans des fours afin de dégager tout ce qu'il y a comme substance nocive, notamment le soufre. Donc on fait une désulfuration complète avant de le mettre à la disposition des ménages. L'avantage principal même de carboniser le charbon et mettre à la disposition, c'est freiner la désertification. C'est ça, c'est l'objectif, c'est ce que les autorités ont vu. Et ils ont voulu expérimenter le charbon minéral pour voir si c'est possible de le carboniser et mettre à la disposition des ménages. Maintenant, pour l'utilisateur, il présente plusieurs avantages. D'abord, son coût. Le charbon que vous voyez, il est conditionné dans des sacs de 40 kg et le sac est vendu à 2500 francs CFA. Avec un sac, vous pouvez griller 4 moutons. Donc vous voyez qu'avec le bois, c'est pratiquement impossible de griller 4 moutons avec 2500 francs de bois. C'est pratiquement impossible. Le second avantage, c'est que le charbon minéral en combustion ne dégage pas de la fumée. Alors que le bois, vous savez, du début à la fin de la cuisson, il y a un dégagement de fumée, donc c'est nocif. Le troisième avantage du charbon minéral, c'est que à la fin de ta cuisson, tu fais une récupération. C'est-à-dire si tu utilises un sac pour faire ta grillade, à la fin de la grillade, tu récupères le charbon qui n'est pas consumé pour le réutiliser dans ton foyer. Ne pouvant couvrir l'ensemble des besoins de la population en charbon minéral, la majorité des citoyens vont se rabattre sur le bois
ou le charbon de bois, comme l'indique Maman Seyni, secrétaire général de l'Association nationale des exploitants du bois du Niger. À Niamey, c'est à peu près 197 000 ménages donc, qui immolent 95 000 moutons. Et pour chaque mouton, il faut utiliser 121 kg du bois. Donc si on fait le cumul, ça fait à peu près 47 000 tonnes du bois. Donc c'est le besoin de 47 000 tonnes du bois en une seule journée qui est la journée de Tabaski. Et cette quantité du bois-là est là disponible à la bourse de tout le monde. Donc et la provenance du bois là, donc ça rentre dans toutes les grandes agglomérations de Niamey. Si on prend comment on appelle ça, axe Torodi, axe Saï, axe Niamey, la RN1, axe Filengue, axe Walam. Donc toutes les grandes agglomérations de Niamey là, donc fait rentrer du bois. C'est indéniable, la fête de Tabaski est une période où on observe une forte consommation de bois, une action qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Aussi, il devient judicieux de renforcer les capacités de la Société nationale de carbonisation du charbon pour qu'elle puisse satisfaire l'ensemble de la demande nationale. Le commerce du foin, une activité génératrice du revenu, surtout à cette période, à quelques jours de la fête de Tabaski. Le reportage de Mariama Christine Bormou et Sadou Doumi. Le bétail, à l'exemple des moutons, des chèvres ou des vaches, ont besoin de fourrage pour vivre. Cependant, vendeurs de foin se frottent actuellement les mains. Pour cause, à quelques heures de la fête de Tabaski, la demande en foin sec ou humide est grande, en vue de nourrir les bêtes qui seront sacrifiées. On tire profit de cette activité, Dieu merci, car ça nous permet de subvenir aux besoins de nos familles. On l'importe des villages voisins, c'est l'alimentation de base des bétails. Bon, ça va, on trouve notre compte. La vente de foin étant une activité génératrice de revenus, on trouve plusieurs vendeurs de fourrage aux abords de certaines rues, mais aussi au niveau des marchés de bétail. Nous vendons différents articles pour la consommation des bétails. À n'en point douter, avec l'effervescence créée par la perspective de la fête de Tabaski, vendeurs de bétail et vendeurs de foin ne manqueront pas de quoi se remplir les poches. Zender, la deuxième ville du Niger, fait face à d'énormes problèmes qui freinent son développement malgré les efforts des autorités municipales de cette ville où tout est prioritaire. Des défis importants à relever par les autorités qui doivent impliquer tous les acteurs sociaux de Zender. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. À la troisième décade du mois de juillet, la campagne agricole 2019 dans la région de Zander est plus ou moins satisfaisante. En tout cas, selon les paysans. C'est par endroit que la saison est bonne, mais Dieu merci, cette année il pleut peu et rarement par rapport à l'année passée où il avait plu abondamment. Mais avec tout ça, chez nous, ici, ça va. Dieu merci, cette année, la saison est prometteuse. Il n'y a pas de problème d'ennemis de culture pour le moment. C'est au niveau de la pluie qu'il y a un souci car il pleut rarement. Ici, nous sommes à la deuxième phase de labour, d'autres font jusqu'à 3 tours. Dans la région des Anders, la campagne agricole 2019 est caractérisée par des pluies faibles à modérées. Le cumul général varie d'une zone à l'autre, a laissé entendre le directeur régional de l'agriculture de Zender. Les quantités de précipitations que nous avons reçues depuis le début de la campagne, que je souligne a démarré au cours de la deuxième décade de mai dans la région de Zender. Donc le cumul des cadets tiges, il varie de 49,3 mm en 5 jours, donc enregistré au poste de Pakin Maram. C'est dans le département de Taketa, à 385
mm en 15 jours. C'est à Gojo, c'est dans le département de Myriam. Donc comparativement à la même période, parce qu'on se réfère à l'année passée, il ressort que nous avons 83 postes qui sont malheureusement déficitaires sur les 102 qui disposent des données comparables. Comparé à l'année dernière à la même période, la campagne agricole 2019 a accusé quelques retards dans son démarrage, un constat qui ne décourage guère les paysans. Ces derniers gardent toujours l'espoir. Ces cultures sont à un stade très avancé, d'autres à un stade de floraison. Nous prions Dieu pour que la pluie continue régulièrement. Nous espérons une bonne récolte cette année par la grâce de Dieu. À l'heure où nous vous parlons, il n'y a aucune menace dans notre zone. Le seul problème, c'est le retard accusé dû à la rareté des pluies au début de la saison. Ainsi, sur les 3378 villages qui comptent la région de Zander, 3275 ont effectué des semis à la troisième décade du mois de juillet. S'agissant des niveaux des cultures, le mil est au stade montaison et le plus avancé est à l'épaison. Quant à la situation phytosanitaire, elle est caractérisée cette année par des attaques de sauteriaux sur le mil, notamment dans certaines localités de la région. Une situation très vite maîtrisée par la direction régionale de l'agriculture. Voilà, vous l'avez corrigé de vous-même, c'était là un reportage sur la campagne agricole 2019 dans la région de Zander. Je l'annonçais, Zander, la deuxième ville du Niger, fait face à d'énormes problèmes qui freinent son développement malgré les efforts des autorités municipales de cette ville où tout est prioritaire. Les défis importants à relever par les autorités qui doivent impliquer tous les acteurs sociaux de Zander s'imposent. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Comme tous les grands centres urbains du Niger, la deuxième ville du Niger, Zander, fait face à d'énormes problèmes qui constituent de grands défis pour les autorités municipales de cette ville. Des défis à relever pour le bien-être de la population de Damagaram. Il y a d'abord le problème d'assainissement qui se pose avec acuité, surtout pendant la saison des pluies. Dans d'autres quartiers, effectivement, il y a des problèmes qui se posent au niveau effectivement de l'évacuation des eaux. Et je pense que les gens vont conjuguer effectivement les efforts pour voir comment il faut faire face effectivement à cette situation pour éviter des problèmes, n'est-ce pas, aux populations de la ville de Zander. Pour mieux créer le cadre d'une vie meilleure pour la population, les autorités municipales de Zander ont besoin de ressources financières. Leur mobilisation est un véritable parcours de combattants. La mobilisation des ressources, elle doit se faire en essayant de mettre tous les acteurs dans la même enseigne. Nous avons des infrastructures économiques. Nous avons effectivement des opérateurs économiques qui sont en train de mener leurs activités. Il y a le service des impôts. On doit mobiliser conséquemment les ressources pour faire face effectivement aux charges de la ville. Une chose, c'est de payer les impôts, mais l'autre chose, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait des impôts qui ont été payés par la population. Les autorités en place, qu'est-ce qu'elles ont fait avec ce montant-là. Quand quelqu'un paye les impôts et il ne voit pas du concret, mais il est découragé, il y a une question effectivement de réticence dans le cadre effectivement du paiement des impôts au niveau et taxes au niveau de la ville de Zander. Le problème sécuritaire est notre défi pour les autorités municipales de Zander. Pour y faire face, des préoccupations des jeunes doivent être prises en compte. Nous avons un pays qui a une population très jeune et qui a un taux d'accroissement l'un des plus élevés du monde. Tant que les ressources ne suivent pas, alors forcément il va y avoir problème. Et ici, on parle de la rareté des ressources, n'est-ce pas? De l'autre côté, il y a effectivement un développement spectaculaire de la population au niveau de la ville, n'est-ce pas? Alors, forcément, il y a des problèmes, mais il y a des projets qui sont dans la ville, qui sont en train effectivement de faire des efforts pour former les jeunes dans plusieurs secteurs et les accompagner. Mais le plus grand problème sur la table des autorités municipales de la ville de Zander, c'est le problème foncier, une des grandes inquiétudes des autorités. Le problème du foncier au niveau de Zander est un problème terrible et je pèse mes mots. Franchement,
c'est sérieux. Et je pense que les autorités au plus haut sommet doivent avoir un œil sur ce qui se passe effectivement dans la gestion du foncier. Le foncier au niveau des Zander, ça je vous dis, c'est un véritable casse-tête. C'est lamentable. Il n'y a pas de transparence dans cette affaire-là, ce qui fait que les problèmes ne font que s'accumuler. Chaque fois, c'est des jugements à n'en plus finir au niveau des tribunaux. C'est très sérieux et il est temps d'arrêter cela. Sinon, les textes sont clairs. Le problème n'est pas un problème de texte, mais c'est plutôt de l'application de ces textes-là par rapport aux gens chargés d'appliquer ces textes-là. C'est là où le bas blesse. Ainsi, tous ces problèmes pourraient avoir des solutions idoines si toutes les autorités municipales de la ville de Zander, sans distinction, se concertent dans la prise de décisions en faveur de la population. Du sport dans cette édition et dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, l'AS Sonidep reçoit ici à Niamey au stade général Séni Kounché l'ISM d'Alger. À cette occasion, les coachs respectifs de ces deux clubs étaient ce matin face à la presse. Abdrazak Léo et Halidou Brema. L'USMA sur le sol nigérien depuis 3 jours. Le club champion d'Algérie qui a pu faire de justesse le déplacement sur Niamey va affronter l'AS Sonidep, champion du Niger, pour le compte du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions CAF Total 2019. La rencontre, c'est le tour préliminaire de la Champions League. C'est le premier match. Toujours été même l'équipe de Sonidep, c'est leur premier match aussi. Ça sera pas facile pour les deux équipes. Il y a 4 mi-temps, 2 mi-temps ici à Niamey. On va aborder ça. On va faire le maximum. Nous, l'USMA, ils ont l'habitude de jouer la Champions League et tout. Mais toujours été, ça ne sera pas facile. On ne connaît pas bien l'équipe de Sonidep. Mais on va faire le maximum pour revenir avec un résultat positif, Inch'Allah. L'Algérie, elle est visée, non. Mais toujours est-il, c'est champion d'Afrique des Nations. Même les clubs, ils jouent sous pression aussi. On a des clubs qui ont engagé en Champions League ou Coupe de la CAF ou Coupe arabe aussi. Toujours, ils ont un peu de pression sur leur épaule et tout pour le titre de champion d'Afrique. L'équipe de la Sonidep va rentrer en lice dans le cadre des compétitions africaines. Et l'adversaire, c'est l'USMA d'Algérie. Donc, par rapport à ce match, dès la fin de la saison, on a commencé à faire un recrutement, sachant que on va représenter le Niger pour une deuxième fois dans ce genre de compétition. Une première sortie qui n'a pas été révisante. Donc, conscient de cela, nous avons cherché à renforcer l'équipe. Donc, ce renfort a concerné sur le plan national un certain nombre de joueurs, surtout les joueurs internationaux, locaux, et des joueurs internationaux aussi. Donc au-delà de ça, on a fait déjà un programme de préparation dans lequel on a inscrit au minimum 2 matchs internationaux amicaux, donc pour parfaire la préparation avant d'arriver au match concret. 2 équipes championnes respectives de leur pays qui ne se maîtrisent pas tellement. La prudence est alors de mise. On ne connaît pas bien cette équipe. L'équipe, elle est née en 2014, je crois. Elle a gagné le championnat, elle domine pendant 3 ans, 4 ans, elle joue toujours les premiers rôles. Ça veut dire une bonne équipe. Nous, on prend l'équipe très au sérieux pour ne pas être surpris demain, Inch'Allah. Rendez-vous demain au stade général Séni Kounché à partir de 16h30 pour suivre ce match qui promet énormément. La partie magazine de ce journal est consacrée, comme annoncé, à la réponse du Saman au ministre de la Justice, Morou Amadou, par rapport au dernier Conseil supérieur de la magistrature. Très bonne réception à vous. Nous apprenons qu'à travers un communiqué de presse, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a remis en cause, entre-temps, toutes les argumentations, tous les arguments que nous avons avancés de mensonger. Donc c'est pour cela, et au nom de notre crédibilité de magistrat, au nom de la crédibilité de notre structure syndicale, le SAMAN, et au nom de notre honneur, de l'honneur de notre structure, et nous avons
le devoir de démontrer une fois de plus en quoi tout ce que nous avons eu à relever comme irrégularité est fondé. Et nous allons commencer d'entrée de jeu et par appeler le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à prononcer cette formule qui traduit un verset du Coran et qui dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Cette formule, elle intervient lorsqu'un malheur, ou elle est prononcée lorsqu'un malheur arrive à une personne. Nous pensons aujourd'hui qu'un malheur est arrivé à notre frère, ministre de la Justice, puisque c'est un musulman. Et c'est quoi ce malheur? C'est celui de nier l'évidence. Lorsqu'un musulman nie l'évidence, c'est qu'il est vraiment à plaindre. Et il est, en plus d'être musulman, il est ministre de la Justice, c'est-à-dire ministre de la vérité. Quoi qu'il en soit, il a le devoir d'être véridique, de dire la vérité. Lorsque la vérité est avancée, il doit s'en convaincre si ça reste tel. Et à défaut, c'est de prouver le contraire. Il a tenté à sa manière, et nous allons de la même manière qu'il a démontré que nous avons menti, démontrer que nous avons raison. Et parce que tous les points qu'on a évoqués, c'est des points, malheureusement pour le ministre, qui sont vérifiables. Le ministre a commencé par le point 1 de notre déclaration, qui est le non-respect de la loi numéro 2011-24 du 25 octobre 2011 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Dans notre déclaration, nous avons relevé le non-respect de cette disposition. Le ministre dit que cette disposition a été respectée. Pourquoi? Parce qu'un conseiller rapporteur a été désigné et en plus, il a été mis, il a travaillé sans aucune restriction dans le respect de son cahier de charges. Voilà ce qu'il a dit. Et sauf que ce que le ministre ignore, dans notre déclaration, nous n'avons pas dit qu'un conseiller rapporteur n'a pas été désigné. Nous avons parlé du non-respect sans dire en quoi consiste ce non-respect. Pour la bonne et simple raison, si on le relève dans notre déclaration, si jamais il doit réagir, c'est comme si on lui a donné la possibilité de corriger l'irrégularité que nous avons relevée à ce niveau. Et cette irrégularité, c'est quoi? L'article 7 de la loi, de la même loi sur le CCA, dit qu'un conseiller rapporteur parle d'un délai de 3 jours pour la transmission et de la convocation des autres pièces aux membres, donc aux membres du CCM. Et nous estimons qu'à ce niveau, les pièces ou les dossiers dont il est question, à ce niveau, doivent être communiqués aux conseillers désignés rapporteurs au moins dans ce délai de 3 jours, au moins dans les 3 jours. Mais il se trouve que le ministre lui-même, dans ses explications, il dit que le conseiller a été désigné le 29. Voilà les références de l'arrêté. C'est l'arrêté numéro 00117 MJ-SP-CCM du 29 juillet. Ça, c'est lui qui a donné ces précisions. Donc, la réunion, plutôt la session du conseil, est convoquée pour le 30. On nomme le conseiller rapporteur ou on le désigne le 29, soit la veille. Alors que l'article 7 dit que l'ordre du jour des séances est arrêté par le président et une copie annexée à la convocation est adressée aux membres du Conseil supérieur de la magistrature au plus tard 3 jours avant la date prévue pour la tenue du conseil. Donc à ce niveau, vous conviendrez avec nous
qu'il y a eu violation, puisque lui, il n'a été nommé que la veille, le 29. La session avait eu lieu le 29. Le 30 plutôt. Le ministre dit que le conseiller, sauf preuve contraire à rapporter, le conseiller rapporteur a travaillé sans aucune restriction dans le respect de son cahier de charge. Nous allons à ce niveau, puisque la loi parle de communication des dossiers au conseiller rapporteur. L'article 3 et l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi sur le CCM dit que le conseiller rapporteur prend connaissance au préalable au niveau du secrétariat permanent des dossiers des magistrats concernés. Donc, il y a eu la désignation le 29. Le conseiller rapporteur est censé prendre connaissance du contenu du dossier au niveau du CCM, au niveau du secrétariat permanent du CCM. Nous pensons qu'à ce niveau, où nous demandons à ce niveau au ministre de nous dire quand est-ce que ce conseiller a eu à prendre connaissance des dossiers qu'il lui a remis et où la remise a été faite. Nous pensons qu'à ce niveau, et le ministre c'est lui-même qui a donné les arguments comme quoi la disposition a été véritablement violée. Il a désigné le conseiller rapporteur la veille du CCM et si vous vous rappelez, il y a plus d'une vingtaine de magistrats qui sont concernés. Et il y a au moins 5 à 6 points inscrits à l'ordre du jour. Quand est-ce qu'on lui a donné à ce conseiller rapporteur tous les dossiers de nomination, affectation, promotion et des autres points inscrits à l'ordre du jour pour qu'il les prépare et qu'il lise son rapport à la session, qu'il le prépare et qu'il le lise à l'ouverture de la session. Donc, il ne faut pas que le ministre se verse dans la subversion. À ce niveau, on parle de raisonnement juridique, on ne parle pas de raisonnement littéraire ou philosophique. Et au niveau du point suivant, la nomination des magistrats au poste de substitut du procureur délégué près les tribunaux d'instance. Le ministre dit la loi ne l'a pas interdit. Mais ce que le ministre ne dit pas, c'est que c'est une loi organique. C'est la loi portant organisation judiciaire. Tous les postes qui sont pourvus, tous les postes créés au niveau des juridictions sont prévus par cette disposition, par les dispositions de cette loi. L'article 45, dont il est question où on a invoqué la violation, il dit clairement les tribunaux d'instance comprennent au siège un président, un juge d'instruction et un juge. Au parquet, un procureur de la République délégué. Le ministre n'a qu'à prouver le contraire. Dans un souci de légalité, il n'a qu'à reconnaître que la loi a été violée tout simplement. Au niveau du point 3, la violation des articles 20, 21 et du statut autonome et 10 de la loi organique. Le ministre à ce niveau, il dit comment, par exemple, sur une promotion de 42 magistrats et pour 10 postes de président de TGI, peut-on s'étonner, sauf mauvaise foi, que certains soient nommés chefs de juridiction et d'autres pas. Non, nous ne sommes pas contre la nomination du collègue au poste de vice-président. Nous sommes contre la violation de la loi à l'occasion de sa nomination. Et le ministre n'a qu'à nous prouver le contraire. L'article 20 du statut autonome est clair. Il a établi une certaine préséance entre les magistrats et les articles 21 et 10 de la loi organique ont établi une préséance entre les juridictions. L'article 20 dit les magistrats prennent rang entre eux dans chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination dans le grade et s'ils ont accédé au grade le même jour d'après leur ancienneté dans le corps ou à défaut d'après l'âge. Et sur le point relatif à la violation des mêmes dispositions, là le ministre est passé sous silence par rapport à la question de non-respect de la préséance au niveau des tribunaux et des cabinets d'instruction du tribunal de grande instance. Puisqu'il est passé sous silence, là ça veut dire que lui-même il n'a rien à dire. Tout simplement que de corriger
l'amalgame dans lequel ces différents collègues ont été placés à la tête de différents cabinets qui sont pourtant classés selon un ordre bien défini, bien déterminé. Par rapport à la mise à la disposition de l'administration centrale, sur le point 5, le ministre dit que la mise à disposition des magistrats, le syndicat fustige cette décision en arguant du problème de sous-effectifs et dit le syndicat ignore cependant qu'en procédant ainsi qu'il l'a fait sur 8 magistrats affectés à l'administration, les 5 l'ont été à leur demande, 1 pour maladie et 2 par mesure conservatoire, dont le syndicat ne peut pas contester la justice. Mais écoutez, nous avons dit que le CSM n'est pas l'instance habilitée à prendre des mesures, des sanctions disciplinaires contre un magistrat. C'est l'instance habilitée, c'est le conseil de discipline. Si le ministre avait voulu que ces mesures conservatoires soient légalisées, il aurait dû traduire ou saisir le conseil de discipline par rapport à la question de ses collègues pour qu'il se prononce sur ce qu'on leur reproche, qu'il décide ainsi et le Conseil supérieur de la magistrature va entériner ou va en tenir compte pour les affecter. Ce n'est pas ce qui a été fait. Mesure conservatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a violé le principe de la présomption d'innocence. C'est comme si le CSM a déjà considéré que ce qu'on le reproche est établi, même si c'est une seule personne. À plus forte raison de. Sur le point 6, qui est relatif à la nomination et l'affectation des magistrats dans des juridictions nouvellement créées. Le ministre dit le syndicat essaie de dénier au ministère sa mission d'initier des réformes et de les mettre en œuvre. Jamais. Nous soutenons, nous encourageons les réformes qui ont été opérées et qui sont en train d'être opérées au niveau du ministère de la Justice. Nous, ça fait notre fierté. C'est notre maison. Si on fait des réformes, c'est dans notre intérêt. Ça nous avantage. Malheureusement, comme on l'a dit, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Le ministre, avant d'installer, on a donné l'exemple de la Cour d'appel d'Ottawa. Ça fait 1 an que ses collègues sont assis chez eux, contraints à regarder du matin au soir la télévision. Et à la fin de chaque mois, ils sont payés. Mais ils les poussent dans une situation inconfortable. Ou il les a mis dans une situation inconfortable. Il n'aurait pas dû installer cette juridiction avant de s'assurer qu'il y a un bâtiment qui est disponible, qui est équipé et prêt à être utilisé. Ça fait 1 an. En 1 an, un bâtiment devant abriter une cour d'appel n'a pas pu être équipé. L'électricité manque, l'eau manque. Comment ce bâtiment peut être utilisé? De telle sorte, ils n'ont aucune autre solution que de rester à la maison. Sur ce point, nous pensons que c'est bien de faire des réformes, mais il faut prendre des mesures d'accompagnement. Nous ne donnions rien à la chancellerie, nous ne donnions rien au gouvernement, mais nous estimons que si c'est pour affecter des magistrats dans des juridictions pour en faire des magistrats maison, ça nous sommes contre. Sur le 8e point, là le ministre n'en a pas fait cas. Le manque de cohérence dans l'affectation et la promotion des magistrats d'une même promotion, couplé à la subjectivité de l'affectation ou la promotion de certains magistrats. Le ministre est passé sous silence. Nous lui donnons un seul exemple. Aujourd'hui, à l'occasion de ces affectations, on a nommé 2 magistrats, entre lesquels il existe plus de 10 ans d'écart en termes d'expérience. On les a nommés dans les mêmes fonctions avec le même niveau de responsabilité. Même niveau de responsabilité. Dans les mêmes fonctions avec le même niveau de responsabilité, alors qu'il y a plus de 10 ans d'écart en termes d'expérience entre eux. Donc, le ministre n'a rien dit parce qu'il n'a pas d'argument. Il est passé sous silence. Et par rapport au point 9, la nomination dans le même ressort là également, il n'a pas commenté, bien qu'il a dit que c'est 11 points et il va répondre point par point.
Là également, il n'a rien dit parce que c'est vérifiable, ils sont là. Les collègues de la même promotion, certains ont été nommés à des postes de responsabilité, d'autres à un poste qui les place sous leur coupe. Comme il n'a pas commenté, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, ça veut dire que lui-même, il n'a rien à dire là-dessus. Sur la nomination de non-magistrats à la tête de haute juridiction, il parle de tradition démocratique séculaire. Il n'existe de règle écrite obligeant l'autorité de nomination de placer à la présidence des juridictions administratives ou financières des magistrats de l'ordre judiciaire. Les lois sur la Cour des comptes et le Conseil d'État ont clairement commencé par les magistrats de l'ordre judiciaire. La disposition qui prévoit la présidence, le poste de président au niveau de ces juridictions a commencé par les magistrats de l'ordre judiciaire, le plus ancien, dans le grade le plus élevé. C'est après, vers la fin, qu'on a fait une ouverture au profit des personnalités jouissant de ceci ou de cela. Puisque aujourd'hui, à la tête de ces juridictions, à la tête de la Cour des comptes, par exemple, même une vendeuse de galettes peut être nommée si elle justifie des compétences que la loi, dont la loi a parlé. Alors que jusqu'en 2012, pour la Cour d'État, pour la Cour des comptes plutôt, et 2013 pour le Conseil d'État, depuis que le Niger est Niger, ce sont des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont présidé ces juridictions. Cela n'a jamais constitué un problème. Personne ne peut douter de la prouesse qui a marqué leur passage. Mais, on l'a dit, cette possibilité a été donnée à la faveur des réformes législatives qui ont été faites, de réformes législatives taillées sur mesure, tout simplement pour caser certaines personnalités. Et nous l'avons fustigé, si nous l'évoquions à chaque fois, c'est parce que, à l'occasion de plusieurs autres déclarations de notre syndicat, on avait eu à le rappeler. Certaines de ces personnalités placées à la tête de ces juridictions ont des affinités politiques. Et le statut de la magistrature est clair. Une fois que vous êtes investi dans des fonctions juridictionnelles ou judiciaires, vous êtes considéré comme un magistrat. Et le statut dit que la magistrature, c'est un corps apolitique. Et aujourd'hui, il ne doit pas profiter de cette petite ouverture pour faire de l'exception la règle. Si on nomme, il est permis de nommer une personnalité autre que les magistrats de l'ordre judiciaire, il n'est pas dit qu'il est interdit désormais de nommer les magistrats de l'ordre judiciaire. Donc, sur cette question, nous pensons que le ministre n'a apporté aucun argument convaincant sur ce point. Le ministre dit que le Saman termine ses critiques par des exigences portant sur plusieurs points, dont l'élaboration d'un plan de carrière. Sur ce point-là, nous rappelons au même ministre, sous son règne, un plan de carrière ou une étude portant sur un plan de carrière avait été commandée en 2014. Et d'abord, il y avait eu la désignation d'un expert qui a travaillé sur cette question avant, dans le cadre de l'élaboration de ce support. Le ministre renvoie la balle au syndicat. Il n'appartient pas au syndicat de définir un plan de carrière. Et si aujourd'hui, nous avons fait cette déclaration, c'est parce que justement nous avons constaté où nous sommes excédés de la gestion à vue de la carrière de nos militants. Rien ne se fait sur la base d'aucune règle. Alors que il doit y avoir des règles qui vont permettre à chaque magistrat de s'affirmer sur la base de sa vocation, de ses compétences, performances, de son expérience, de son ancienneté. Rien de tout ça là n'est fait. Le ministre gère à vue la carrière des magistrats. C'est pour cela que nous faisons de ce point une exigence sur laquelle nous n'allons pas reculer, et c'est à la chancellerie de le faire. À ce niveau, nous pensons que le ministre doit tirer les conséquences de sa sortie ratée au nom de la pudeur. Il avait dit que nous avons menti. Nous lui avons démontré qu'en réalité, notre vérité, elle est unique. Nous l'avons rappelé, elle est là.
les instruments juridiques, les supports sont là. Donc, il doit tirer les conséquences de sa sortie ratée.